Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Eurojour, l'avant-dernier. Alors il y aura peut-être un récap après l'analyse de la finale, mais en tout cas on est très très proche de la fin de cet Euro. Un mois après son lancement, on arrive déjà à expiration d'une compétition qui a été assez extraordinaire, franchement, marquante, qui restera dans l'histoire, de mon point de vue, parmi les meilleures compétitions internationales du 21e siècle. On a eu beaucoup de surprises, de rebondissements, de matchs spectaculaires, de jeux. Et le point d'apothéose de ce tournoi, ce sera donc demain soir, la finale à Wembley, Italie-Angleterre, dont il y a beaucoup de choses à dire, qu'on va essayer de débriefer, en tout cas de présenter de la manière la plus exhaustive possible. Je vais d'abord parler de l'Angleterre, ensuite un petit peu de l'Italie, plus de l'Angleterre, vous donner mon verdict à la fin, mon prono, et puis mentionner quelques éléments supplémentaires. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, installez-vous bien, on en a pour un peu plus d'une dizaine de minutes, et on est parti. On commence donc par l'Angleterre, qui, sans être étincelante, sans être une des machines les plus collectivement abouties du tournoi, sans être une des équipes les plus séduisantes du pur point de vue esthétique, est arrivée en finale, en réalité parce qu'elle l'a mérité d'y être, elle a mérité d'être là aujourd'hui. Contre le Danemark, il y a effectivement eu cette histoire de penalty qui de mon point de vue est sévère, voire très sévère, mais qui vient quand même récompenser une très nette domination territoriale des Anglais. Du coup d'envoi de la seconde mi-temps jusqu'à la fin des prolongations, ils vont tirer 16 fois au but, contre 2 tentatives seulement côté danois. Ils inondent le dernier tir adverse de manière générale, poussent le Danemark à 33 dégagements, 13 seulement côté anglais pour comparaison. Globalement, le Danemark n'arrive plus à se sortir de sa moitié de terrain parce que l'Angleterre a fait un bon match. Je pense qu'il y a une donnée physique dans tout ça qui est non négligeable. Effectivement, Kasper Schulman l'a évoqué en interview d'après-match, il dit que sur les 5 premiers changements qu'il fait, il n'y en a aucun qui sont tactiques, ils sont tous d'ordre physique, parce que ces joueurs étaient cramés. Je pense que le quart de finale joué en Azerbaïdjan à Bakou quelques jours plus tôt a coûté cher, a pesé dans les jambes, surtout que c'était contre la République tchèque, qui est une équipe énergivore au possible, qui te coûte beaucoup de ressources athlétiques. Donc ça a joué. Je pense que Wembley a eu un vrai rôle aussi, c'est devenu au fur et à mesure des minutes un vrai chaudron qui a mis l'Angleterre dans une certaine posture de confort, d'aisance. Donc il y a tout ça, on va dire le capital athlétique réduit des Danois et le fait d'évoluer à domicile pour les Anglais, c'est des éléments forts, mais de mon point de vue, ils n'amoindrissent pas tant que ça la nature de la performance, la prestation d'une équipe qui a su dominer sur de très très longues séquences le Danemark, que je pensais beaucoup plus fébrile, que je voyais beaucoup plus fébrile, en la présence d'un adversaire qui a de vraies certitudes collectives, comme l'était le Danemark, c'est-à-dire avec ballon, mais aussi sans, un adversaire capable de presser. Je crois qu'au-delà de ça, on a aussi vu des performances individuelles qui soulignent le danger qu'est capable d'apporter l'Angleterre. En 1 contre 1 par exemple, Saka, mais aussi Sterling qui fait un très grand match, qui tente 15 dribbles, en passe 9, en 120 minutes avec une activité constante, vraiment du début à la fin, vraiment sur les 120 minutes, assez impressionnant. Il y a Kane qui monte en puissance aussi, bien sûr, dans la zone de vérité, on l'avait vu contre l'Ukraine, un doublé, un petit peu plus d'efficacité dans la surface adverse, mais c'est surtout dans un rôle de créateur que je l'ai trouvé très bon contre le Danemark et que je l'ai senti sur une vraie forme de progression, toujours très juste dans ses transmissions, une bonne lecture des zones à occuper pour faire progresser le jeu, et en ce sens très proche peut-être de la production de Dani Olmo contre l'Italie quelques jours plus tôt, la veille, en demi-finale. On était revenu de manière assez exhaustive sur les soucis qu'il avait causés à l'Italie dans ces zones, dans l'analyse du match, donc ça c'est un point positif, les forces offensives de l'Angleterre qui reviennent à leur meilleur niveau au meilleur moment, mais c'est aussi sans doute le cas derrière, dans le secteur défensif, le double pivot Rice-Phillips par exemple, qui assure une bonne dose d'équilibre grâce à son volume de course, son bagage athlétique, un équilibre qui est complété par la vitesse de Walker en plus, qui est une super arme pour neutraliser les contres adverses par exemple, qui te permet potentiellement sur certaines séquences de défendre plus haut, voire à la médiane, peut-être pas nécessairement le schéma que va favoriser l'Angleterre, parce que c'est pas nécessairement une équipe qui presse beaucoup, mais si elle le fait, si elle se retrouve haut par exemple sur un coup de pied arrêté offensif et qu'elle craint une transition dans son dos, elle a toujours l'arme Walker pour limiter ce danger-là, c'est super. Et de l'autre côté, on a Luke Shaw qui est toujours lui capable d'un super centre, et c'est une option supplémentaire, Luke Shaw c'est une option supplémentaire pour une Angleterre qui brille je dirais sur les séquences offensives courtes. C'est pas comme le jeu de position qu'on a vu l'Espagne pratiquer, l'Espagne de Luis Enrique pratiquer de manière assez flamboyante, et très précisément, très justement, mais sur des séquences courtes, un décalage, un centre par exemple, une ouverture dans la profondeur dans l'intervalle central-latéral et un centre en retrait, voilà, une passe ou deux, un coup de pied arrêté offensif bien sûr, une touche longue, comme on a vu l'Angleterre en pratiquer plusieurs contre le Danemark. Sur tous ces mouvements courts, l'Angleterre est très efficace, et surtout de plus en plus efficace. Alors j'ai appelé cette partie l'ascension anglaise, quand vous regardez sur la timeline YouTube, j'ai appelé cette partie l'ascension anglaise, parce qu'elle monte en puissance dans sa capacité à générer des occasions. Ça fait 3 matchs qu'elle finit avec plus de tirs
que sur le match précédent. Par exemple, elle a plus tiré contre le Danemark en demi-finale que contre l'Ukraine en quart de finale, mais contre l'Ukraine, elle avait déjà plus tiré que contre l'Allemagne en huitième de finale, et contre l'Allemagne en huitième de finale, elle avait plus tiré que sur son dernier match de groupe contre la République tchèque. Donc une équipe en progression, ça veut pas dire qu'elle a pas de faiblesse, je pense qu'il y en a une qu'on peut faire ressortir, c'est un petit doute autour de Jordan Pickford, qui à mon avis pas dans le top 5 des meilleurs gardiens du tournoi, et je parle même pas de son attitude, de sa communication assez extravagante, qui peut peut-être faire baisser le niveau de sérénité de sa défense. Pour moi c'est pas trop le focus ici. D'un pur point de vue technique, je pense pas qu'il soit dans le top 5, je pense qu'il est nettement en dessous de son rival du soir, Donnarumma. Les arrêts sont pas toujours très propres, le jeu au pied, on peut pas dire que ce soit une de ses forces. C'est loin d'être catastrophique, mais voilà, sur le pur plan individuel, comme c'est un petit peu la phase de l'analyse qu'on était en train d'évoquer, je dirais que c'est un des maillons faibles de l'Angleterre, et je dirais que les très bons chiffres défensifs des Anglais sont davantage une conséquence de ce qu'il y a devant lui, davantage une conséquence de l'animation de Southgate, de son approche tactique, qu'un enchaînement d'arrêts miraculeux de Pickford. Donc voilà, ça c'est pour l'Angleterre. Maintenant côté italien, on va faire un petit peu plus court, parce qu'en réalité c'est sans doute l'équipe qu'on a le plus évoquée sur ce tournoi pour l'instant. C'est l'équipe que je voyais gagner l'Euro il y a un mois, c'est mon favori numéro 1, et c'est l'équipe qui m'a procuré d'assez loin, je pense, le plus de plaisir visuel sur ce tournoi. Maintenant, cette affection particulière, elle m'empêche pas de voir des lacunes, et peut-être de plus en plus de lacunes. Peut-être que c'est le trajet inverse de l'Angleterre, on a parlé de l'ascension anglaise, là il y a quelque part le doute croissant italien. Déjà elle s'en sort très bien contre l'Espagne en demi-finale, et je pense que si on joue le même match 10 fois, la même production 10 fois, l'Italie passe 2 ou 3 fois maximum. Elle a rencontré une version d'elle encore plus extrême en fait, je dirais, c'est-à-dire encore plus joueuse, peut-être encore plus fine techniquement, mais encore moins efficace dans les deux surfaces, comme l'Italie peut l'être de temps en temps, notamment dans la surface adverse. Là l'Espagne ça a été une forme de caricature italienne, et à ce jeu-là l'Italie à mon avis sort, comme j'ai dit, 7 ou 8 fois sur 10, là elle est passée au tir au but. Mais même en quart contre la Belgique, même si je l'avais trouvée nettement supérieure dans la production, dans plein de compartiments du jeu, elle faisait beaucoup plus de choses que la Belgique, elle était à la fois étouffante et brillante techniquement, mais malgré tout ça, elle a quand même concédé de grosses occasions, et sans doute les plus grosses occasions de la partie. La réalité c'est que si Lukaku est plus inspiré, ça peut mal se finir. La Belgique finit à 1,80 XG contre seulement 0,95 pour l'Italie. Voilà, c'est un petit point supplémentaire à mettre en lumière. On parlait de l'Angleterre qui est sur une nette croissance offensive. L'Italie, c'est exactement l'inverse, en fait, si on regarde les 90 minutes des 4 derniers matchs, en excluant les prolongations, elle a moins tiré que le match précédent, 3 fois d'affilée. Elle a moins tiré contre l'Espagne en demi qu'en quart contre la Belgique, où elle avait déjà moins tiré que contre l'Autriche en huitième, où elle avait déjà moins tiré sur 90 minutes que contre le Pays de Galles sur la troisième rencontre de phase de groupe. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième, je dirais, c'est qu'on l'a aussi vu en souffrance contre plusieurs types d'adversaires, face à la richesse positionnelle de l'Espagne par exemple, CF Dani Olmo en faux neuf, beaucoup de déplacements entre les lignes, tout ça, mais aussi face à l'énergie dans l'entrejeu qu'avait mis l'Autriche en huitième de finale, qui lui avait fait beaucoup de mal également. Enfin, on peut regarder sa demi-finale et y lire un autre point d'inquiétude, c'est sa relative faible profondeur de banc. Les changements de Mancini versus ceux de Luis Enrique, quelque part, avaient accentué le déséquilibre de ce match, avaient creusé le fossé entre les deux formations, et quand on voit les ressources que l'Angleterre, elle, a sur son banc, c'est sans doute un point négatif à mettre dans la balance pour l'Italie sur ce rapport de force spécifique. Alors voilà, à l'heure de conclure, disons que pour l'instant, on a surtout mobilisé les éléments qui vont dans le sens inverse des raisonnements qu'on construit maintenant depuis plusieurs semaines. Je pense toujours que l'Italie est sur sa production collective une meilleure équipe. Je vois toujours l'Angleterre capable de beaucoup moins de choses différentes que l'Italie. Je vois l'Angleterre inférieure à l'Italie dans pas mal de compartiments du jeu. Je pense que Jorginho, Verratti, Barella dans la zone de Declan Rice et Calvin Phillips, ça peut créer un vrai déséquilibre en faveur des Italiens. Maintenant, pour moi, le rapport de force, pour être honnête, il s'est nettement resserré depuis quelques jours, depuis qu'on a vu ces demi-finales, et ça promet une finale vraiment folle, entre deux morceaux très différents, mais très très forts, qui méritent absolument d'être là, sans conteste. C'est aussi un choc entre deux nations de foot assez extraordinaires, deux énormes nations de football, dont le rapport à ce sport est empreint d'une force émotionnelle qu'à mon avis on a un petit peu du mal à jauger depuis la France. Je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays et de nations qui vivent aussi intensément le football que l'Angleterre et l'Italie. Si on étendait cette réflexion au monde dans son ensemble, peut-être qu'on pourrait ajouter l'Argentine, le Brésil, qui d'ailleurs eux aussi vont disputer une finale quelques heures plus tôt, qu'on analysera d'ailleurs, qu'on débriefera en live sur la chaîne Twitch, je pense en début d'après-midi, peut-être en fin de matinée, dimanche, donc demain, quelques heures avant le coup d'envoi de l'Euro. Ça peut être un programme sympa, donc voilà, tout ça pour dire, grosse nation de foot qui vivent le foot de manière très intense. Il y a aussi une similarité entre l'Italie et l'Angleterre du point de vue de leur résurgence récente, et pourtant, on est sur deux pays dont le rapport au succès, lui, ne pourrait pas être plus
différent. L'Italie, c'est une terre de vainqueurs qui a disputé 9 finales de compétition internationale majeure, Euro et Coupe du Monde, qui va jouer sa 10e là. L'Angleterre n'a joué qu'une seule finale de compétition internationale majeure, c'était il y a 55 ans, c'était cette finale de Coupe du Monde 66. D'ailleurs, elle n'a jamais remporté l'Euro, elle n'est jamais arrivée en finale de l'Euro. C'est quelque part un vrai novice à ce stade de la compétition, d'un point de vue historique. Donc voilà, c'est un match immense, dont le dénouement sera nécessairement immense. Quoi qu'il arrive, ce sera fou. Personnellement, je pense qu'au regard de tous les éléments qu'on a évoqués, je vois peut-être, et c'est une vraie surprise pour moi, parce que c'était pas le cas en 8ème, pas le cas en quart, et pas le cas en demi, mais je vois peut-être l'Angleterre arriver avec un petit quelque chose en plus. Pour moi, la production des demi-finales, elle a un peu inversé le rapport de force et la vision que j'avais de ce rapport de force, de cette Italie-Angleterre. Je me souviens, il y a quelques jours en live, je disais que sur une finale Italie-Angleterre, je voyais pas comment l'Angleterre pouvait causer des problèmes à l'Italie. Aujourd'hui, ça a totalement changé, ça se joue pas à grand-chose, 53-47, c'est vraiment très très serré. Pour le jeu, pour la beauté du jeu et pour l'équipe qui m'a fait le plus vibrer pour l'instant, je pense que je préférais l'Italie. Mais je pense aussi que le fait de jouer la finale à domicile, c'est un énorme avantage. L'Angleterre a aussi eu quelque part la bonne idée d'être menée au score contre le Danemark, ça ne lui était pas arrivé pour l'instant sur cette compétition, et elle s'est peut-être un petit peu plus équipée psychologiquement pour faire face à cette situation. Si ça se produit dimanche, elle est un peu mieux préparée émotionnellement. Être menée dans ton propre stade avec toutes les conséquences que ça a sur le volume sonore, sur la tension que tu ressens dans les gradins d'un coup. Voilà, elle est au moins prête pour ce scénario, un petit peu plus, même si elle n'a pas été menée longtemps d'ailleurs, quelques minutes à peine. C'est très très indécis, la réalité c'est que ni moi ni personne n'est vraiment capable de vous donner une orientation claire. D'ailleurs les bookmakers ont quasiment donné la même cote à toutes les éventualités. La victoire de l'Italie c'est 3,20, le nul c'est 3,15 et l'Angleterre c'est 2,70. Donc quasiment 3 pour tout le monde. Ça c'était sur 90 minutes, sinon pour le trophée, pour la victoire finale, incluant prolongation, tir au but, l'Italie est à 2, l'Angleterre 1,85. Voilà. Personnellement, je vais partir sur l'Angleterre à Wembley. C'est mon prono officiel sur ce match. Si ça vous intéresse, que vous avez vos propres intuitions, que vous voulez mettre en action, n'hésitez pas à le faire sur BetClick, c'est mon partenaire. C'est le dernier jour, demain c'est le dernier jour de leur offre promotionnelle spéciale à l'inscription, 200 € offerts en utilisant le code promo Willou. Comme vous le savez, quand vous rentrez ce code à l'inscription sur BetClick, ça vous offre le bonus de bienvenue de 200 € et ça me donne aussi une belle commission à chaque utilisation. Pour les 200 €, je mets toutes les spécifications en commentaire en description, un lien qui explique un peu tout. C'est pas exactement 200 € offerts, c'est le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdant. Bref, tout est en description, en commentaire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé sur 7 €. Et voilà. Je pense que au-delà des paris, au-delà du prono, ce qui est le plus important, c'est vivre cette finale d'Euro à fond, ça va être vraiment fou. Je pense que quelque part, depuis l'élimination de la France, le niveau d'attente autour de l'Euro a pu un peu baisser, en France, je le constate, ici et là, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'une finale d'Euro, c'est un moment vraiment extraordinaire, vraiment rare. Savourer le match, c'est important, prendre du plaisir sur tous les éléments liés au jeu, au terrain, et au match qu'on va avoir devant nos yeux, mais aussi peut-être qu'on peut savourer les histoires particulières, individuelles qui y sont liées, celle de Southgate par exemple, celle de Mancini, mais aussi celle des joueurs, Jorginho ou Mount par exemple, un des deux va à la fois gagner la Ligue des Champions et l'Euro sur la même année, l'histoire de Calvin Phillips aussi par exemple, qui l'année dernière au même stade de l'année sortait de Championship à peine, venait d'être promu en Première Ligue, et là se retrouve titulaire, un an plus tard, se retrouve titulaire à Wembley pour le plus grand match de son pays depuis 55 ans, quelle ascension folle. L'histoire de Chiellini bien sûr, son sourire contagieux sur ce qui est vraisemblablement sa dernière compétition internationale, lui nous a fait très plaisir pendant un mois, celle de Sterling et son parcours, on va dire avec la sélection si particulier, si chargé, et qui va peut-être devenir aussi un des joueurs les plus légendaires de l'histoire de l'Angleterre s'il remporte cet Euro. Voilà, on est à la veille de quelque chose de très très grand, ils étaient 24 au départ, ils sont plus que 2, et demain il n'y en aura qu'un seul qui sera très très heureux. Ça va être un moment génial, j'ai hâte de le vivre. J'étais très content de vivre cet Euro avec vous aussi, quelque part c'est la conclusion de retour, pas tout à fait, il y aura l'analyse de la finale et sans doute un petit récap, un petit bilan pour le 24e épisode, un petit bilan de tout ce qui s'est produit sur cet Euro, mes joueurs préférés, les matchs qu'on va ressortir particulièrement du lot, peut-être en début de semaine prochaine, à voir. Mais quoi qu'il en soit, on touche au but quand même, cet Euro qui avait démarré il y a pile un mois, dans des conditions assez extraordinaires, va se terminer ici et ça a été un plaisir de vivre toute cette compétition avec vous. On en vivra d'autres ensemble, j'en suis sûr, mais voilà, c'était génial et je voulais vous remercier pour ça.
Donc, merci pour tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochaines, celles dont j'ai parlé, et puis ensuite toute la suite, des analyses mercato, la saison prochaine, tellement de choses à dire encore. Et au football, si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et bonne finale, bon match. À très vite. Bisous.